Bonjour, rebonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les chaînes parlementaires LCPN et Public Sénat en compagnie de Roland Quérol. Rebonjour Roland. Après le campus UMP qui se déroule à la Baule ce matin, eh bien nous allons vous faire vivre cet après-midi en direct le discours de Marine Le Pen, la présidente du Front National, devant les jeunes de son parti qui sont réunis à Fréjus depuis hier. Vous pouvez voir sur ces images une partie de la salle et notamment celui qui a pris la parole depuis quelques minutes maintenant à Fréjus à l'occasion de ces universités d'été des jeunes du Front National. Autrement dit, Julien Rochedy, qui n'est autre que le président des jeunes du Front National. Le discours de Marine Le Pen est attendu d'ici vraiment quelques minutes. Roland, que peut-on attendre du discours de la présidente du Front National devant les jeunes de son parti cet après-midi ? On peut attendre un discours mobilisateur. Dans les sondages montrent qu'en effet, le Front National est premier en termes d'attention de vote chez les jeunes. Il faut donc renforcer ce courant. Et puis on va voir si elle opte plutôt pour le Front National à la cote auprès des jeunes. Oui, comme toujours, les extrêmes marchent mieux auprès des jeunes, ça a toujours été vrai, et c'est particulièrement vrai en ce moment. Il va falloir voir si elle opte plutôt, parce qu'elle fait selon des discours qui se veulent plus rassembleurs, plus parti de gouvernement. D'autres, où elle revient à beaucoup des thèmes fondamentaux de l'extrême droite. On va voir ce qu'elle choisit devant les jeunes. Alors à noter d'emblée, Roland, que cette journée et ces universités d'été des jeunes du Front National a été marquée hier par une polémique, car notre consoeur de Mediapart a été expulsée de ces universités d'été des jeunes du Front National. C'était hier en fin de matinée. Il faut savoir que Mediapart n'est pas bienvenu depuis la campagne présidentielle du Front National, que Mediapart avait choisi de boycotter. Eh bien, l'excuse officielle qui a été fournie par le Front National pour l'expulsion de cette consoeur, c'est justement cela. C'est-à-dire que Mediapart, depuis cette fameuse présidentielle de 2012, n'est pas le bienvenu. C'est une pratique, que peut-on dire de cette pratique du Front National? On croyait ces pratiques oubliées dans les partis dits républicains. La preuve que non. Écoutez, ça paraît un peu ahurissant que dans une réunion publique qui est ouverte à l'ensemble de la presse, on choisisse le titre de presse internet, en l'occurrence, qu'on va interdire parce qu'on lui reproche de dire du mal de vous. Alors, la liberté de la presse, c'est précisément d'être ouvert à tout le monde. C'est pas bon signe parce que, en plus, les dirigeants des jeunes du Front National font savoir que c'est sur l'ordre de la direction du parti lui-même, du parti adulte qu'a été prise cette mesure. Tout le monde a l'air de la trouver normale. Il y en a même qui disent c'est bizarre qu'elle ait pu venir une matinée. Bon, je trouve que c'est vraiment alarmant. Ouais. Rien n'a changé au Front National de ce point de vue. La méchante presse, un certain type de presse plus visée que d'autres, en l'occurrence Mediapart. En l'occurrence, il semblait avoir rompu avec ce type de pratique et c'est en effet un peu à la fois bizarre et alarmant qu'ils aient pris ce genre de mesures à l'occasion d'une réunion rendue largement publique. Alors un certain nombre de confrères se sont montrés solidaires de cette journaliste de Mediapart, puisque à la fois l'AFP, mais aussi Le Monde, le Canard enchaîné, l'Opinion, l'Humanité et RFI, dont un certain nombre de représentants journalistes étaient présents sur place, ont choisi hier de boycotter purement et simplement les travaux des jeunes du Front National hier après-midi, en réaction donc à l'exclusion de cette consoeur du site Mediapart. On l'a évoqué ce matin lorsqu'il s'agit de parler du campus UMP du côté de la Baule, puisqu'un sondage a beaucoup fait parler de lui. C'est un sondage réalisé par l'Institut IFOP pour le compte du Figaro, publié vendredi dans le Figaro, et qui nous disait que quel que soit le cas de figure, Roland, pour la présidentielle de 2017, eh bien, le Front National arriverait en tête au premier tour. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va capitaliser, notamment sur ce sondage cet après-midi, face aux jeunes de son parti? Et comment, d'après vous? Oui, c'est clair que même si elle n'y fait pas explicitement référence,
tout le monde ne parle que de ça. Donc c'est un motif de satisfaction. Elle nous dit depuis les européennes qu'elle est le premier parti de France parce qu'elle est arrivée en tête aux européennes. C'est pas une grande surprise qu'elle soit en ce moment en tête des intentions de vote. Une intention de vote pour une présidentielle, c'est exactement pareil qu'un scrutin proportionnel européen. Donc on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas en tête. Mais c'est une occasion de montrer qu'elle est maintenant dans la cour des grands. Et je crois que c'est ça l'important. Être en tête ou pas en tête, être ou pas battue, parce qu'elle est contre la droite largement battue au second tour, c'est pas encore ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'entrer dans la cour des partis à vocation gouvernementale. C'est qu'elle puisse dire que ça n'est plus seulement un parti radical, extrême, en dehors du système politique, à la marge, mais que ce sont désormais, son équipe et elle, des gens qui seraient prêts à exercer le pouvoir. Et néanmoins, en préparant cette émission... Ah, attendez, pardonnez-moi Roland, mais je crois qu'on devrait assister à la montée de Marine Le Pen sur l'estrade de ces universités d'été des jeunes du Front National d'ici quelques instants. Vous pouvez regarder ces images puisque Julien Rochedy, qui est le président des jeunes du Front National, vient d'en finir avec son intervention. Vous voyez, ces drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est traditionnel dans ces réunions publiques et ces réunions de la famille du Front National. Les drapeaux donc sont en train de s'élever. Les jeunes du Front National présents dans cette salle se rassoient et nous découvrons bien la présidente du Front National. On l'écoute, on se retrouve juste après. Roland. Salut à toi, bien sûr, jeunesse de France. Je suis très heureuse de clôturer ces universités d'été remarquablement organisées par nos jeunes du Front National. Je crois que ces 2 jours ont été particulièrement fructueux pour notre mouvement, tant sur le fond des travaux que vous avez menés que sur le dynamisme, l'envie et la bonne humeur qui ont jalonné ce week-end. Vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous applaudir. Mes chers amis, ce grand rassemblement militant a été riche en débats, en réflexions, en échanges. Et je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution. C'est au sein du précieux vivier de vos idées que nous devons puiser les solutions pour redresser notre pays. Qu'est-ce que la politique, si ce n'est porter des idées, défendre des convictions et proposer des alternatives? Chez nous, il ne faut pas avoir fait ses classes à la banque Rothschild pour parler d'économie. Chez nous, il n'est pas nécessaire d'être énarque pour donner son sentiment sur la réforme territoriale. Chez nous, toujours, il n'est pas indispensable d'être un technocrate du Quai d'Orsay pour parler de politique étrangère. Au Front National, nous ne faisons pas de distinction entre les experts et le peuple, car pour nous, les experts, c'est le peuple. Alors, tous les sujets qui touchent aux préoccupations de nos compatriotes ont été abordés lors de ces universités d'été. De l'économie à l'école, en passant par la sécurité et l'immigration. Des problématiques majeures, délaissées depuis bien longtemps par les ténors de l'UMPS. Que voulez-vous? En dehors des périodes électorales, cela ne les intéresse pas. Agir pour le bien des Français? Mais vous plaisantez, c'est trop de travail, se disent-ils. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que pour nos élites autoproclamées, la politique est devenue une simple affaire de communication. Des mots. Rien que des mots, des slogans, encore des slogans, des tactiques, des stratégies, des incantations stériles et des promesses, toujours des promesses. De vaines promesses qui n'attirent plus les Français, écœurés par ce refrain qui tourne en boucle. La semaine dernière, à La Rochelle, les socialistes tentaient désespérément de réinventer la gauche. Vaste programme. Leurs complices de l'UMP, désunis au Touquet, n'arrivaient pas à repenser la droite. Nous, ici, à Fréjus, nous travaillons pour redresser la France.
Parler du redressement de la France prend tout son sens à Fréjus, 5e ville la plus endettée de l'Hexagone, après des années de gabegie financière de l'ancienne équipe municipale UMP. Le 30 mars dernier, les Fréjusiennes et les Fréjusiens ont décidé de mettre un terme à des décennies de surendettement, de magouilles et de gaspillage. Ils ont par leur vote sanctionné ceux qui avaient échoué. Ils se sont tournés vers un homme jeune, plein d'espoir, bourré de talent et totalement engagé pour sa ville. Vous aurez bien évidemment reconnu David Rachline, que je remercie de nous accueillir. Ta vie, cher David, est le symbole des dégâts engendrés par une caste politique qui préfère se servir elle-même plutôt que de servir l'intérêt général. Ton élection à la mairie de Fréjus nous a tous comblés. Mais je retiens avant tout le parcours exemplaire qui a été le tien avant d'accéder à cette fonction de premier magistrat de la ville à seulement 26 ans, je le rappelle. Et je le rappelle devant cette assemblée prometteuse. Eh oui, tu as démontré avec éclat que le talent n'attend pas le nombre des années. Tu as gravi les étapes par l'engagement, par le militantisme. Élu conseiller municipal d'opposition en 2008, tu n'as eu de cesse de dénoncer la politique désastreuse du maire UMP et de proposer des solutions alternatives. En 2010, tu étais élu conseiller régional sur la liste conduite par Jean-Marie Le Pen. Ton parcours montre bien que ce n'est que par le travail, l'engagement, l'intérêt porté à ses concitoyens et la prise en compte de leurs préoccupations que les succès arrivent. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de te féliciter, David, mais permets-moi aujourd'hui de te redire un grand bravo et de te souhaiter bonne chance pour améliorer le quotidien de nos compatriotes de Fréjus. À Fréjus et ailleurs, les Français ont exprimé une profonde volonté de changement lors des élections municipales. Les idées nationales et patriotes ont triomphé dans de très nombreuses communes. Je souhaite saluer tout particulièrement nos jeunes, qui étaient candidats en mars dernier dans leurs villes et villages. Beaucoup ont été élus et défendent aujourd'hui leurs concitoyens au sein des conseils municipaux. Pour un certain nombre d'entre eux, il s'agissait d'un baptême du feu démocratique, d'un grand saut dans l'arène politique. Et précisément, en cette rentrée qui, faute pour nous d'être scolaire, n'en est pas moins studieuse, la jeunesse est à l'honneur au Front National. Et elle n'est pas en reste. Le Front National de la jeunesse maintient sa place de premier mouvement jeune de France, assurant la pérennité de l'engagement patriotique pour les temps futurs où la grande coalition de toutes les forces vives sera requise. Il a été rejoint depuis peu dans cette tâche par 3 nouveaux venus, 3 collectifs qui, sous l'égide du Rassemblement Bleu Marine, nous permettent d'enrichir, d'approfondir notre projet. J'assistais en mars dernier au lancement de la première de ces 3 associations, le collectif Marianne. J'y voyais des étudiants déterminés à investir le débat public sur l'université, les classes préparatoires, les grandes écoles, les formations professionnelles. J'y voyais des jeunes femmes et des jeunes hommes prêts à reconquérir le terrain perdu temporairement par le patriotisme dans l'enseignement supérieur, un enseignement supérieur progressivement dégrisé des illusions 68ardes. Je vois aujourd'hui naître le deuxième, le collectif Racine Lycée, ou plutôt je vois se perpétuer l'œuvre des enseignants qui l'an dernier m'ont accordé leur confiance, élèves et professeurs, main dans la main pour la refondation de l'école de la République. Sachez que Madame Vallaud-Belkacem ne vous laissera pas de quoi chômer. J'irai en octobre à la rencontre du 3e collectif, le collectif Audace, collectif consacré aux jeunes actifs qui entend venir en aide et porter les préoccupations des entrepreneurs qui débutent et qui feront demain le tissu des PME françaises. Je verrai, je l'espère, prospérer ce message d'espérance et de résolution dont il veut être la voie pour le patriotisme économique en particulier. Tous ces chantiers sont grands et demandent de l'ardeur. Puisque la jeunesse est à l'honneur, j'aimerais vous donner du cœur à l'ouvrage, vous persuader de l'utilité de votre engagement. Vous persuadez que la solution est ici, que l'avenir est ici, que l'aboutissement de tous vos efforts est ici, en France. Je voudrais répondre à ces corbeaux de malheur qui prêchent la résignation, l'abandon, la fuite, et la tâche n'est pas simple. Les sirènes du nomadisme post-national sont nombreuses et peuvent parfois charmer les esprits.
Elles sont assez discrètes pour ne pas éveiller les soupçons. Elles forment une petite musique que l'on entend ça et là. La France ne peut plus tenir son rang, elle n'est plus attractive, il est temps pour elle de céder sa place aux pays émergents. Parfois, ces sirènes se manifestent sous une forme plus aguicheuse, plus vulgaire, plus agressive. Barrez-vous, clame-t-on dans les colonnes de Libération. Quittez le navire France, nous dit Félix Marcard. Il est trop étroit, trop poussiéreux, l'avenir est ailleurs. Devenez citoyen de l'Europe, devenez citoyen du monde. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais la réalité est plus inique. Regardez les jeunesses grecques, espagnoles, portugaises, italiennes. Regardez ces pays qui parfois même se dépeuplent. Croyez-vous que ces jeunes gens ont choisi de gaieté de cœur de partir? Mais l'exil est forcé. Écoutez la jeunesse espagnole, écoutez Félix Marcard ce qu'elle vous répond. No nos vamos, nos echan, on ne s'en va pas, on nous met dehors. Avec 50% de chômage chez les jeunes, le départ est devenu en Espagne une question de survie. Croyez-vous que cette situation soit souhaitable pour la France? Le rêve européen après l'Eldorado américain, le rêve d'une mobilité transnationale absolue, de travailleurs interchangeables, rêve qui vire au cauchemar. Mais laissons pour un temps les tableaux sombres. Échappons-nous du musée des horreurs qui est devenu l'Union européenne. Je veux vous donner du cœur à l'ouvrage. Parlons plutôt de la jeunesse, de votre jeunesse dans ce qu'elle a de beau, de grand, d'exaltant. Notre pays est en train d'engendrer, malgré l'uniformisation, malgré les intimidations, malgré le spectre du défaitisme, une génération qui entend se battre sans relâche pour recouvrir sa souveraineté perdue. Qui l'eût prédit? Dans cet affaissement sans précédent de la France, dans cette ouverture sans limite au vent mauvais d'une mondialisation sauvage, qui aurait pu prévoir que la jeunesse française se rassemblerait à nouveau sous la bannière de l'unité nationale? Pas d'attiédissement, pas de renoncement, mais bien une volonté farouche de reprendre son destin en main. Ma génération découvrait la crise après les 30 Glorieuses. Votre génération s'y est accoutumée. Et pourtant, elle reprend espoir et veut rompre avec le fatalisme. Ma génération avait cru voir changer la vie. Votre génération a découvert que le changement, ça n'était pas pour maintenant. Et pourtant, elle ne désespère pas de le voir un jour advenir. Ma génération ne connaissait que les prémices du déclassement. Votre génération en souffre au quotidien, et pourtant, elle a une chance immense de participer au redressement qui s'annonce. Pourquoi la France serait-elle condamnée au déclin? Pourquoi faudrait-il qu'elle se fonde peu à peu dans quelque chose d'autre qu'elle, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu? Pourquoi, diable? Faudrait-il qu'elle perde chaque année davantage son rang de grande puissance économique, militaire, scientifique, culturelle? Ces questions, les jeunes Français les brandissent dorénavant, comme autant de doléances contre la vulgate du déclin qui leur a été enseignée depuis 30 ans. Oui, l'histoire de France est glorieuse. Oui, notre pays peut encore étonner le monde. Il étonnera encore le monde. Vous l'affirmez haut et fort, et vous avez raison. Il se peut cependant que l'on vous méprise pour cela. Vous êtes jeune, c'est là tout votre tort. On dira que vous êtes naïf, que vous manquez de l'expérience de la vie, que la conjoncture X et la courbe Y condamnent vos chimères. On dira que votre engagement patriote est une bravade et que vous redescendrez tôt ou tard sur terre. On dira tout cela. On le dit déjà. Vous trouvez pourtant la conviction nécessaire pour résister à la tentation du renoncement, qui n'est qu'une tentation du pire. Vous faites preuve de plus de sagesse qu'ils ne croient. Quand les dirigeants de la nation deviennent puérils, il n'est pas étonnant de voir ces enfants leur donner la leçon.
Peut-être que certains d'entre vous, certains de vos amis aussi, ne sont pas encore tout à fait convaincus de ce que j'avance. Peut-être restent-ils encore en retrait, de peur que leur inexpérience ne les condamne. J'entends cela. La jeunesse ne peut pas tout, il est vrai. Mais à ceux qui hésiteraient encore à s'engager dans la défense active de notre pays du fait de leur jeune âge, je dis que l'on peut déjà beaucoup à 20 ans, à sa propre mesure. Vous n'êtes pas tous des spécialistes, vous n'êtes pas tous des hommes et des femmes aguerris, mais qu'à cela ne tienne. La valeur n'attend point le nombre des années, disait Corneille. Faites montre de vos talents. On me demandera des preuves de la valeur de la jeunesse, tout au moins des exemples, des preuves de sa valeur. Mais la jeunesse en donne partout, et particulièrement ici au Front National. N'avons-nous pas, au sein de nos rangs, la plus jeune députée de la République ? Le parcours que j'évoquais tout à l'heure de David, mais aussi celui de Julien Sanchez, n'en sont-ils pas des exemples? N'avons-nous pas été le parti à investir le plus grand nombre de jeunes aux élections municipales? Et très sincèrement, elle est méritoire, cette jeunesse. Elle l'est d'autant plus de s'investir en politique quand celle-ci se résume aujourd'hui à des apparatchiks de l'UMPS qui regardent la France sur Canal+, de la droite du Fouquet's ou de la gauche Rothschild, cette caste qui prend le pouls de la France après le champagne entre deux lignes de sondage. La véritable politique, c'est bien celle du terrain, celle des problèmes concrets, celle des propositions, celle de la défense des citoyens, celle qui cherche à améliorer le présent et à préparer l'avenir. C'est de cette politique-là dont il faut vous inspirer pour redonner confiance au peuple français. Ne l'oubliez jamais. Il y a, permettez-moi, d'autant plus de mérite à s'engager au Front National lorsque l'on sait l'énergie presque comique déployée pour traquer l'anecdote et tenter de jeter le discrédit sur nos victoires électorales. Ainsi, chaque jour depuis mars dernier, ces inspecteurs du politiquement correct épient, scrutent et même infiltrent les conseils municipaux pour dénicher je ne sais quelle délibération sur laquelle une signature manquerait ou encore vérifier le ramassage des ordures. Ils ont du temps à perdre, ces gens-là. Vous me direz, les communes avoisinantes tenues par l'UMP et le PS peuvent dormir tranquilles. Du coup, peu importe qu'elles soient mal gérées, on n'en dira rien, mais il ne sera rien pardonné aux élus patriotes. Bien sûr, nous nous y attendions, mais ça reste tout de même une curieuse conception de la démocratie. Malheureusement pour nos adversaires, ils sont au regret de constater que depuis les élections municipales, le soleil brille toujours au-dessus des villes remportées par le Front National. Je vais même vous faire une confidence. Il paraît que la Terre continue de tourner. Les criquets, la grêle, la foudre et autres plaies d'Égypte ne viennent pas troubler la quiétude des habitants. N'en déplaise à ces oiseaux de malheur, nos maires, élus démocratiquement par le peuple, se sont mis au travail avec sérieux, loin du tapage médiatique engendré par leur élection. Ils sont dans une gestion pragmatique et non idéologique et se concentrent sur ces priorités que sont la baisse des impôts locaux et le renforcement de la sécurité. Ils sont pleinement et totalement indépendants, contrairement au fantasme de certains qui s'imaginent que je viendrai la nuit donner mes ordres dans chaque mairie. Chers amis, j'étais samedi dernier à Brachet en Haute-Marne pour rendre hommage aux oubliés, à ceux dont on ne parle jamais, à cette France silencieuse qui subit de plein fouet la crise économique, l'insécurité, la précarité, le mépris de nos élites. Cette France qui ne demande rien, aucune aide, aucune subvention, aucun privilège. Cette France qui n'intéresse pas le gouvernement car elle ne vote pas pour lui ou qu'elle ne vote plus du tout. Cette France oubliée, c'est la souffrance du travailleur au salaire de misère. C'est le désarroi du retraité dont la pension s'amenuise. C'est l'angoisse de l'étudiant qui ne sait pas où il va loger. C'est le désespoir de la famille en proie au déclassement. C'est ce village qui redoute la perte de son identité nationale. Vous le savez, c'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que je veux changer les choses et redresser notre pays. Et je sais aussi que c'est pour eux que vous quittez, vous,
le confort de l'individualisme pour rejoindre le combat national. Alors, loin de ces fondamentaux, la rentrée politique a été marquée par un événement aussi insignifiant qu'affligeant au regard des difficultés rencontrées par nos compatriotes. Pour autant, cet événement a maintenu en haleine tous les médias pendant 48 heures. En un éclair, l'actualité d'ailleurs s'est trouvée balayée par cette tempête dans un verre d'eau. Les conflits en Syrie et en Irak terminés, le sort des chrétiens d'Orient en pause, l'augmentation ininterrompue du chômage en attente. Et oui, mesdames et messieurs, lundi 25 août 2014, François Hollande changeait de gouvernement. Les caméras prenaient la direction de l'Élysée, les micros se rassemblaient devant Matignon, le moindre clignement d'œil d'un secrétaire d'État était analysé par une horde de commentateurs. Alors, abasourdis par ce vacarme, les Français étaient en droit d'attendre du changement. Mais comme d'habitude, les éléphants socialistes ont accouché d'une souris. Ce n'était pas un remaniement, mais une énième tentative de diversion. François Hollande me fait un peu penser à ces antiques cirques itinérants qui repassent chaque année à la même époque dans nos villes et villages. Petits et grands, vous savez, écoutent les annonces au haut-parleur, les enfants se mettent à rêver. Quant aux moins jeunes, ils espèrent en avoir pour leur argent avec des surprises à la hauteur du matraquage publicitaire. Et une fois sous le chapiteau, M. Hollande, endossant les rouges habits de M. Loyal, fanfaronne et vend la représentation au micro. Vous allez voir ce que vous allez voir, braves gens. Vous serez éblouis. Je vous promets l'inversion du chômage avec mes trapézistes, l'apparition des emplois avec mes magiciens, l'envolée de la croissance avec mes cracheurs de feu. Mais au final, le spectacle est tristement le même que les années précédentes. Tout ça pour ça, le public quitte les lieux avant la fin, la déception aux lèvres. Au revoir et à l'année prochaine, braves gens. Remaniement après remaniement, le président de la République tente désespérément de rejouer le même numéro d'illusionniste qui ne trompe plus personne. Au moins, je reconnais à François Hollande et à son complice Manuel Valls, dans cette dernière fourniture du gouvernement, le mérite de la clarté. Avec ce nouveau gouvernement, les cartes sont sur la table, c'est le moins que l'on puisse dire. La couleur de cette équipe est celle de l'ultralibéralisme le plus brutal, exite d'ailleurs le vernis tricolore d'Arnaud Montebourg et du ministère du redressement productif. Avec le trio franco-sceptique Macron, Belkacem, Taubira, nous savons à quoi nous en tenir. Le libéral, la libertaire et la laxiste portent les germes des prochaines calamités. Ils passent d'ailleurs leur temps à fustiger et à rabaisser la France. Pour eux, les Français sont suspects de tous les maux, du racisme à la fainéantise en passant par le patriotisme, défaut suprême s'il en est. L'austérité économique, il faut leur imposer, ainsi que renier leurs salaires et leurs pensions. Il faut leur imposer aussi la vieille rengaine pédagogiste la plus éculée à l'école et bien entendu détruire leur identité. Alors en effet, l'on peut annoncer que pas plus que la crise économique, la crise politique n'est derrière nous. C'est dans ce contexte que les élections sénatoriales du 28 septembre prochain sont capitales pour lancer un signal d'espérance très fort face aux dangers de cette politique. Les élus ruraux, d'ailleurs, qui subissent de plein fouet les insécurités, y compris institutionnelles. Vous savez qu'il va y avoir des élections, mais on ne sait pas comment elles s'appellent, on ne connaît pas les circonscriptions, et on ne sait même pas la date à laquelle elles vont avoir lieu. Mais nous sommes au XXIe siècle en France. Eh bien, ces élus ruraux, ils peuvent compter sur les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour les défendre efficacement au Sénat. Les élus patriotes sont les seuls, évidemment, à même d'apporter un souffle nouveau au sein de cette chambre haute, endormie et déconnectée des territoires. Ainsi, permettez que je profite de cette occasion pour en appeler aux conseillers municipaux, ruraux, maires de petites communes, conseillers généraux et régionaux. Vous qui êtes dégoûtés par l'UMPS, n'hésitez pas, n'hésitez plus, votez pour les idées patriotes,
Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons l'occasion de faire entrer des élus patriotes au Sénat. Il est vrai que ce mode de scrutin indirect ne nous avantage guère, l'UMPS raflant les sièges à coups de subventions et de promesses jamais tenues. Avec David Racheline, ici à Fréjus, Stéphane Ravier, à Marseille, Julien Sanchez, à Beaucaire, mais aussi Philippe Lotio, dans le Vaucluse. Je pense aussi à l'ensemble de tous les autres candidats au sénatorial du Front National. Je savais qu'il ne fallait pas commencer à faire de liste, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais faire. On ne se fait que des ennemis. Bon, je suis sûr qu'ils me pardonneront. Nous avons la possibilité de créer à nouveau la surprise. David, nous comptons sur toi pour notamment faire exploser les conservatismes dans le département du Var. Le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco, a osé déclarer « La logique républicaine varoise, c'est 3 sénateurs UMP et 1 sénateur PS ». Mais quel mépris incroyable! Quel mépris incroyable pour les grands électeurs du Var. Et quel aveu, monsieur Falco, reconnaît là donc publiquement l'existence de l'UMPS, c'est-à-dire un partage des postes électifs entre les deux partis du passé que sont l'UMP et le PS. Mes chers amis, la logique républicaine, ce serait que le parti arrivé en tête aux élections européennes soit représenté dans toutes les assemblées de France. La logique républicaine serait que le vote de millions de Français soit respecté et que le premier parti de France en nombre de suffrages soit également le premier parti de France en nombre d'élus. Jeunesse de France, notre pays est en danger. La France est prise en étau entre le morcellement de l'État et les tentatives d'assujettissement de l'Europe de Bruxelles, qui devient de plus en plus l'Europe de Berlin ou de Washington, ou les deux en même temps. La politique de François Hollande fait de la France un vassal de l'Allemagne, soumis aux remontrances et directives de la chancelière Merkel. Berlin et Bruxelles veulent en finir avec notre indépendance en nous imposant la récession comme seule politique. Et elle fait de la France un vassal des États-Unis, obéissant à toutes les injonctions de M. Obama en matière internationale, allant même jusqu'à rompre le contrat des Mistral pour complaire aux Américains. Alors, Arnaud Montebourg a parlé juste, c'est pas souvent, non parce que je suis quelqu'un d'honnête, moi, en reconnaissant que la zone euro est la seule région du monde coupée de la reprise et de la croissance, en admettant que les politiques d'austérité dictées depuis des années par Bruxelles et Berlin sont inefficaces et injustes. Mais il n'a fait que valider l'analyse économique du Front National. Dommage qu'il soit resté silencieux si longtemps et ait accompagné cette politique mortifère durant tout de même 2 ans et demi. Car nous ne sommes pas encore à la moitié du mandat de François Hollande, que le soleil semble déjà se coucher sur ce quinquennat crépusculaire. La France n'en finit plus de compter ses crises économiques, avec une sous-croissance dévastatrice démographique, avec une immigration de masse jamais endiguée, sécuritaire, avec la hausse spectaculaire des crimes et des délits, sociétale, avec la remise en cause de notre pacte républicain, le délitement de notre identité nationale. L'état de la France est catastrophique. Et ces catastrophes, ce sont les Français qui en subissent les conséquences, et non le locataire de l'Élysée. Il fallait s'armer de courage et de volonté pour redresser notre pays. François Hollande a choisi l'opposé, la passivité, l'amateurisme, le conservatisme, le revirement, le reniement, la lâcheté, la trahison. Il était censé réduire les injustices, il les a creusées comme jamais. Il avait juré que la croissance serait là en 2013, c'est la récession qui est au rendez-vous. Il avait promis de partir en guerre contre le chômage, il a capitulé en race campagne, en fuyant devant ses responsabilités. Je ne vous parle même pas de la promesse de la République irréprochable, ce Cahuzac, Kucheda, Quilino Morel et le petit dernier, la Thévenoud. Il s'était engagé à ne pas diviser les Français, sa gestion calamiteuse de la loi sur le mariage homosexuel et son projet d'étendre le droit de vote aux étrangers ont dangereusement opposé les Français et ébranlé notre pacte républicain. Il traîne la hausse du chômage comme un boulet. Mois après mois, il fait reculer la France qui se vide de sa substance productive. En juillet dernier, c'est pas moins de 26 000 de nos compatriotes qui rejoignaient en plus les agences de Pôle emploi.
Après tout, dans le bureau d'Emmanuel Macron, c'est vrai, à Bercy, il ne s'agit que de courbes, de statistiques extraites de rapports technocratiques. Ils oublient que derrière ces chiffres qu'ils manipulent, derrière ces pourcentages qu'ils égrènent, ce sont des hommes et des femmes qui souffrent, des Françaises et des Français qui perdent leur travail et leurs revenus, des familles brisées qui regardent l'avenir avec peur et anxiété. Mes chers compatriotes, ne vous y trompez donc pas, ce remaniement n'est que l'ultime escroquerie démocratique d'un régime à bout de souffle. Faudra autre chose qu'un jeu de chaises musicales entre les courants du Parti socialiste pour répondre aux attentes des Français. François Hollande, en réalité, cherche à gagner du temps, vous savez, encore un moment, monsieur le bourreau. Mais la crise est trop grave et le mal est trop profond. Aujourd'hui, d'ailleurs, qui peut dire ce qu'est la majorité présidentielle ? Les communistes l'ont boudé dès le début du quinquennat. Les Verts, après avoir goûté la soupe offerte par le PS et profité des sièges à l'Assemblée et des portefeuilles ministériels, ont décidé de recracher le bouillon. Et maintenant, c'est le PS qui étale ses divisions entre les frondeurs, les attentistes et les derniers gardiens de la doxa hollandiste. C'est un fait, la majorité présidentielle a cessé d'exister. Et le président de la République ne parvient plus à obtenir le soutien de son propre camp. Alors, dans ces conditions, en effet, il est plus que nécessaire de rendre la parole au peuple français et de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand un pouvoir n'a plus de majorité pour soutenir sa politique, il doit laisser le peuple s'exprimer à nouveau. Et que je n'entende pas dire que la dissolution est un coup de force, c'est tout sauf un coup de force. C'est la solution logique offerte par notre Constitution pour répondre à une crise politique. 2 Français sur 3 souhaitent reprendre le chemin des urnes. J'en appelle depuis longtemps d'ailleurs à la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis l'élection de François Hollande, les Français se sont exprimés. On ne peut plus clairement dans les urnes. Or, permettez-moi, mais n'est-ce pas précisément ce qu'évoquait François Hollande en mai 2006 dans son livre « Devoir de vérité ». Oui, c'était le titre. Donc je le cite tout de même. Je préconise un exercice de vérification démocratique au milieu de la législature. Si d'aventure, à l'occasion de cette vérification, une crise profonde se produisait ou des élections intervenaient contredisant l'élection présidentielle, nous en tirerions toutes les conséquences en quittant la présidence. Ouais. Bon. Nous n'en demandions pas tant. Or, à chaque élection qui s'est déroulée depuis la présidentielle, il a eu la confirmation de cette fracture profonde, de ce rejet de sa politique. À chaque élection législative partielle, les Français ont sanctionné sévèrement le candidat socialiste. Lors de l'élection cantonale partielle de Brignoles, les électeurs ont choisi de sanctionner l'UMPS en élisant notre candidat Laurent Lopez, que vous pouvez d'ailleurs applaudir. Lors des élections municipales de mars, le gouvernement a récolté une défaite mémorable qui s'est transformée en déroute le 25 mai avec les élections européennes, consacrant le Front National comme premier parti de France. Alors oui, dissoudre l'Assemblée nationale serait la première décision responsable de François Hollande depuis le 6 mai 2012. Je me suis déjà longuement exprimé dans les médias sur la crise politique que traverse le pays en ce moment. Je voudrais cependant que chacun retienne un message essentiel. De cette crise peut naître une véritable opportunité pour notre nation. Car dans ces heures troubles, quand tout semble se déliter au plus haut niveau de l'État, quand les gouvernements se succèdent et quand la majorité présidentielle se dilue, c'est aussi la conscience d'une vérité politique implacable qui monte dans le pays. Cette vérité politique, c'est que l'UMPS, qu'on la prenne d'un côté ou de l'autre, mène le pays à la ruine. Cette vérité politique, c'est que le PS comme l'UMP échouent parce qu'ils sont contraints par leurs choix européens à la même politique. Et c'est la politique de l'échec. Cette vérité, c'est que la seule alternative à l'UMPS, c'est vous, c'est nous, et avec nous une part désormais très importante du peuple français.
Oui, mes chers amis, au-delà de cette crise, il y a l'espoir d'un renouveau. Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, je l'ai dit, ne se déroberont pas. Ils sont prêts à prendre le pouvoir. Ils ne sont pas dans la tactique politicienne, dans les petits jeux personnels comme l'UMP. Ils portent haut leur ambition pour la France et leur sens du devoir. Quand le peuple commande de gouverner, on gouverne. C'est la seule attitude digne et responsable. La dissolution de l'Assemblée nationale va devenir inévitable, je vous le dis. Je ne donne pas cher du nouveau gouvernement. Je ne sais pas si, par un tour de passe-passe, le 16 septembre, Manuel Valls arrivera à trouver une éphémère majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale. Mais je sais que le mouvement qui emporte en ce moment l'UMPS est plus profond, que rien ne pourra l'arrêter. Je sais que le mouvement qui porte les idées nationales et patriotes, nos idées, celles, je pense aussi désormais d'une majorité de Français, est irréversible, insubmersible, et qu'il trouvera bientôt la majorité dans les urnes. Ce n'est plus peut-être qu'une question de mois. Les sondages, aujourd'hui, nous donnent de l'espoir. Ils nous montrent qu'il n'y a plus de plafond de verre qui empêcherait notre victoire électorale. Il montre que le vote patriote est désormais un vote d'adhésion, bien entendu, mais aussi un vote utile. Car pour battre la gauche, il faut voter patriote. Nous pouvons l'emporter aisément face à la gauche, mais nous pouvons aussi l'emporter face à la droite. Notre progression est déjà spectaculaire, peu importe finalement le candidat que l'UMPS mettra face à nous. Nous gagnerons. Ce ne sont certes que des sondages, et j'attends le verdict des urnes, le seul qui compte. Mais ce sont d'utiles indicateurs, parmi d'autres, qui nous montrent, après nos succès électoraux récents, que monte dans le pays le souhait du changement, l'aspiration profonde à reprendre le contrôle des levées essentielles que nous avons laissées à d'autres, à redonner enfin un sens à la politique. Ce sera le retour du peuple, le retour des intérêts français, le retour de la France, cette France qui jamais ne se soumettra. Je vous disais l'an dernier, unis, les Français sont invincibles. J'ai bien vu que vous l'aviez compris, que vous l'aviez pressenti. Je ne vous dirai qu'une seule chose de plus. Continuez à vous battre. La France vous le rendra. Elle qui a la valeur du mérite chevillée au corps. Je souhaite que ces succès soient vos succès. Je souhaite que la jeunesse reprenne le flambeau qu'elle lui tend. Je souhaite que vos vies la grandissent et qu'elles grandissent vos vies. Vive la jeunesse, vive la République, vive la France! Voilà, c'était donc le discours de Marine Le Pen, la présidente du Front National, devant les jeunes de son parti, un discours d'une quarantaine de minutes. Roland, qu'en avez-vous retenu pour l'essentiel de ce discours ? Écoutez, elle a à peu près fait ce qu'on attendait d'elle, j'imagine. Elle a à la fois beaucoup vanté, flatté la jeunesse et les jeunes du Front National. Elle a beaucoup salué les jeunes élus du Front National. Il y a eu une ode à la jeunesse, mais comment imaginer autre chose dans une réunion de la jeunesse ? Et puis elle a... En sachant que les jeunes ont pris toute leur part dans les victoires municipales, par exemple. L'exemple de Fréjus avec notamment David Racheline, qu'elle a salué à maintes reprises. 26 ans, devenu maire de Fréjus. Bon, il y a une logique à cela, d'une certaine manière, à se féliciter de ces jeunes pousses du Front National. Normal. Par ça, un discours assez curieux qu'elle a eu parfois un tout petit peu de mal à lire. Je me demandais s'il y avait eu un changement de rédacteur de ces discours, qui était un discours qui s'essayait beaucoup à une espèce de madrerie, de plaisanterie permanente, même sur des choses assez violentes. Voilà, un ton relativement nouveau pour Marine Le Pen, dont je ne suis pas sûr que ce soit celui qui lui aille le mieux, ou alors il faudrait qu'elle prenne un peu cette aisance qu'avait son père dans ce type de style, sachant faire rire les salles. Son père qui devait la regarder, hein, puisqu'il était présent aujourd'hui à Fréjus, on ne l'a pas vu sur ces images, mais Jean-Marie Le Pen était bien là. Il était bien là, oui. Un discours
qui reprend un vocabulaire traditionnel de l'extrême droite. Peut-être que ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir seront surpris de voir qu'elle s'arroge, par exemple, le titre de patriote. Eux, ils sont les patriotes et les autres ne sont pas des amoureux de la patrie. Elle cite d'ailleurs des membres du gouvernement, Mme Taubira, Mme Vallaud-Belkacem, M. Macron, comme des exemples de gens qui s'installeraient sur fond de non-patriotisme. Voilà, il y a une violence dans ce type de propos souriante, mais une violence réelle. Et puis, il y a cette insertion de plus en plus tranquille du Front National, de Marine Le Pen, au sein des institutions. Et la volonté d'y être pleinement. Elle est prête, son parti est prêt à exercer le pouvoir, elle l'a dit à plusieurs reprises. Quand le peuple vous invite à gouverner, il faut gouverner, c'est la seule réponse possible. Les élections sénatoriales, vous imaginez, qui ont toujours été narguées par le Front National, deviennent une élection fondamentale. Elle espère que le Front National va faire son entrée au Sénat. Quel enjeu inouï. Bon, mais voilà, c'est en même temps cela, c'est le dynamisme d'une jeunesse qui doit tout bousculer, mais c'est aussi la volonté d'être un parti institutionnel, reconnu, de participer à toutes les assemblées, de participer un jour au gouvernement, de s'installer en force pour l'élection présidentielle, qui sera l'élection où Marine Le Pen espère briller. C'est intéressant, cette extrême droite institutionnelle qui affirme à la fois son vieux fond idéologique et désormais cette stratégie très électoraliste. Ce Front National qui se dit prêt à exercer le pouvoir, Marine Le Pen qui s'est dite prête à être la Premier ministre de François Hollande en cas de dissolution. Elle ne l'a pas dit cet après-midi, mais elle l'a dit à l'occasion d'une interview accordée au journal Le Monde et datée d'hier samedi. Ça n'a pas de réalité néanmoins. Là, on est purement dans la politique fiction. Le Front National qui, suite à une dissolution, deviendrait majoritaire en siège à l'Assemblée nationale, il faut rappeler que ça serait aujourd'hui sur le papier impossible, compte tenu du mode de scrutin, ne serait-ce que cela aux législatives. Il est tout à fait exclu que le Front National gagne une élection législative, de la même façon qu'il est tout à fait exclu qu'il gagne un second tour présidentiel. Ça n'arrivera pas. Il y a des choses pour lesquelles on peut dire ça dépend, regardons, ne prenons pas de paris sur l'avenir. Mais là, les grandes tendances de l'opinion et de l'électorat sont connues. Ça peut changer d'un point ou deux, de trois, mettons, mais ça ne peut pas amener une vague Front National au pouvoir. C'est de l'incantation. C'est de l'incantation et c'est laissé par Marine Le Pen de créer un rapport de force avec les autres, de déclencher en effet un vote Front National plus important pour peser sur le rapport des forces UMPS, comme elle dit, et finalement d'être alliée à l'un d'eux, espère-t-elle, mais ça aussi, c'est pour après-demain, si jamais ça voit le jour. Et il nous reste 1 minute 30, Roland. Dernière question, peut-être quel regard portez-vous sur la politique municipale du Front National, 10 villes gagnées en mars dernier, avec un tout petit peu de recul maintenant, quelques mois d'exercice à la tête de ces exécutifs locaux. Quel regard portez-vous pour l'instant? Écoutez, Marine Le Pen a dit elle-même que l'idée, c'était de gouverner non pas à l'idéologie dans ses mairies pour le Front National, mais avec pragmatisme et proche des préoccupations des gens. Alors, on a eu quelques exemples dans lesquels il y a eu beaucoup d'idéologie, où ils ont pris des mesures symboliques, les maires Front National, contre notamment l'aide aux associations dans les villes. Notamment la vie culturelle, oui, et associative d'une manière générale. Associative d'une manière générale, ou des choses sur les monuments. Bon. Ouais. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de grands éclats, et elle a raison, tout le monde, les journalistes de la presse locale comme nationale, sont à l'affût. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Bon, et voilà pour cet après-midi politique. Roland, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces deux événements. Le campus UMP à La Baule, c'était en fin de matinée sur nos antennes. Et puis ce discours, vous l'avez vécu en direct de Marine Le Pen à Fréjus, la présidente du Front National. Prochain rendez-vous sur les chaînes parlementaires avec les meetings politiques. Ça sera dimanche prochain à 16h pour le meeting traditionnel, meeting de clôture à la fête de l'humanité. On sera donc du côté du Parti communiste français. Grand rendez-vous politique ensuite, bien sûr, le 16 septembre. Le vote de confiance qui sera engagé ici à l'Assemblée nationale mardi 16 septembre. Vous pourrez suivre tout cela en direct sur LCP. Sur LCP, Public Sénat, le 18 septembre, la conférence de presse très attendue de François Hollande. Nous y serons ensemble, Roland Quérol. Et puis enfin, le 21 septembre, eh bien, vous aurez le droit en direct sur nos antennes également au discours de rentrée, cette fois de
François Bayrou, voilà pour les grands rendez-vous à venir sur les chaînes parlementaires. Bonne fin d'après-midi sur nos antennes et à très bientôt.